Madame, Monsieur, bienvenue. Il nous arrive sur ce plateau, vous le savez, de recevoir à l'occasion quelqu'un qui vraiment n'a pas besoin d'être présenté, mais jamais autant, je pense, que ce soir, où vous aurez justement, par les photos qui m'accompagnent, déjà reconnu mon invité. Il s'agit bien sûr du grand Gatsby, de Gatsby le Magnifique, de Jeremiah Johnson, du candidat. Il s'agit de Robert Redford, mais le Redford que vous allez rencontrer, c'est plutôt le réalisateur et l'écologiste que le comédien. Et c'est tant mieux parce qu'il en a long à dire, vous le constaterez. Au moment où j'ai fait sa rencontre, il était sans doute un peu épuisé d'avoir ce jour-là donné une foule de petites entrevues, de brèves entrevues avant notre entretien, mais très heureux tout de même d'avoir lancé au même moment son dernier film, un film où il ne joue pas, mais qu'il signe, A River Runs Through It, une rivière y coule. Et je pense qu'il en est particulièrement fier parce qu'il s'agit d'un livre très poétique et très difficile à adapter pour l'écran. C'est d'ailleurs un roman de Norman Maclean qui a eu un succès énorme aux États-Unis, mais qui a été écrit, c'est le premier roman de cet auteur, ça a été écrit dans la soixantaine. Cet auteur n'a pas écrit avant la retraite et il ne fera d'ailleurs avant sa mort que 2 livres au total. Alors Redford voulait y mettre un grand soin et j'ai pensé que pour vous donner un peu à la fois le ton du livre, le ton du film et celui de l'entretien qui suit, j'ai pensé vous lire les dernières phrases de ce livre parce que Redford a placé à la toute fin du film, on entend sa voix, a placé justement ce paragraphe. On entend Robert Redford, le réalisateur, qui lit exactement les phrases qui suivent, qui sont la fin du film, la fin du livre. Alors je vous lis ça en traduisant bien sûr librement. Éventuellement, toutes choses se fondent en une, et une rivière y coule. La rivière provient de la grande inondation du monde, et elle coule sur les pierres qui forment le sous-sol du temps. Sur quelques-unes des pierres sont des gouttes de pluie sans âge. Sous les pierres sont les paroles, et quelques-unes des paroles sont à elles. Je suis habité par les eaux. AUX 100 ans. Alors, Norman Maclean avait mis toute sa jeunesse, toute son enfance dans le Montana, dans le Far West, dans ce livre, toute l'innocence qu'il a connue au début de ce siècle. Et Redford lui avait promis d'être très fidèle à cela, et je pense que c'est réussi. Et bien sûr, nous avons donc commencé notre conversation en parlant de ce travail. Robert Redford, dans le film Une rivière y coule, A River Runs Through It, vous utilisez avec beaucoup d'efficacité le silence entre les personnages et ça m'a touché. Vous communiquez, vous faites communiquer vos personnages souvent par le silence et je pense que vous avez souvent exprimé votre admiration pour la dignité et le calme de gens comme Léonard Pelletier, par exemple, l'autochtone américain qui lutte pour les droits de son peuple. Alors, vos valeurs, il me semble, vont dans cette direction-là. La pudeur, le silence, le calme, la dignité. Et en même temps, vous voilà en train de donner entrevue par-dessus entrevue pour faire la promotion de ce film. Et quand vous ne faites pas ça, évidemment, vous dirigez des comédiens ou alors vous êtes vous-même comédien. Vous êtes, bref, dans des métiers de parole constamment. Et je me demandais s'il n'y avait pas là, quand même, chez vous, une certaine contradiction. Well, we could use silence here, Bob, and I could just not answer the question. Eh bien, on pourrait laisser un silence ici, Robert, mais je crois que ça ne répondrait pas à la question. Le silence peut servir d'arme pour punir. Il peut être une manifestation de force morale. Bref, bon, sans pousser trop loin cette question, je crois que le silence joue un rôle très important dans nos vies. D'abord, nous sommes assaillis par tant d'informations et tant de bruit, on pourrait presque parler de pollution des sens, que je reçois le silence comme une occasion d'être seul face à moi-même, comme bien d'autres gens. Le silence peut aussi être un moyen de communication quand on ne sait plus où on en est, ce qui est bien légitime. Rien ne nous empêche de rechercher la tranquillité qui devient de plus en plus rare dans nos vies. D'autre part, il y a le silence comme une espèce de désespoir, un moyen de lancer un appel lorsqu'on ne peut plus communiquer. On ne sait pas quoi dire, on voudrait peut-être demander de l'aide sans savoir comment la demander, alors on garde le silence. Il y a là quelque chose d'une grande charge dramatique, de sorte que le silence est un langage très significatif pour moi à bien des niveaux.
Oui, et vous parlez de la pollution des sens, et ça fait le pont, ça, tout naturellement, avec la cause environnementale, la cause écologique qui vous tient tant à cœur, mais je me demande s'il n'y a pas un lien commun entre toutes ces choses que vous déplorez. Vous n'aimez pas ce qui pollue, vous n'aimez pas non plus ce qui blesse, que ce soit la cacophonie ou au contraire des blessures beaucoup plus permanentes à l'environnement. Vous semblez vous élever contre ce qu'il y a de violent essentiellement dans la société nord-américaine et vous combattez tantôt par le silence, tantôt par la parole. Ce que j'apprécie, en tout cas, ce sont des paroles qui disent vrai. Je ne suis pas un adepte de slogans ou de discours politiques en faveur de l'environnement. À maintes et maintes occasions, j'aurais préféré que nos représentants politiques se taisent plutôt que de nous promettre la Lune ou de nous mentir tout simplement. En revanche, je pense que le silence peut être nocif lorsqu'on ressent le besoin de parler franchement, car, à mon avis, de plus en plus de gens ont besoin de s'élever contre le sort qui est fait à notre environnement, à tout le moins aux États-Unis et au Canada aussi, j'en suis sûr. C'est partout la même chose. Cela fait trop longtemps que ça dure, qu'on ne compte plus les dommages. C'est parce que maintenant c'est un problème de santé nationale, présent jusque dans notre cour, que nous commençons à y prêter attention. Enfin, il se passe quelque chose. Ce n'est plus le temps de passer la question de l'environnement sous silence. Je parle de la population, bien sûr, et non de ces dirigeants qui devraient s'imposer le silence à défaut de poser un geste conséquent. Du peuple, donc, des citoyens ordinaires, des groupes communautaires, des quartiers, car il est bel et bien fini le temps de se taire. Dans ce film, même si les membres de la famille en question ont du mal à communiquer entre eux, il y a une volupté, il y a une ampleur, une beauté dans tout ce que vous photographiez et dans leur rapport, même silencieux. J'ai eu l'impression que ce que vous vouliez démontrer, c'était une innocence américaine, et je me suis dit, parce qu'il y a une certaine tristesse dans votre peinture aussi, je me suis dit peut-être que c'est une élégie pour une innocence américaine qui est disparue à jamais. Yes. Oui, il y a certains traits de notre personnalité sociale qui vont probablement disparaître du fait qu'ils sont liés à l'innocence. Je crois que l'Amérique, les États-Unis du moins, ont perdu une grande part de leur innocence, l'innocence de cette époque-là. Alors oui, c'est une élégie, un regard posé sur cette terre qui n'existe plus. J'ai dû travailler fort pour créer cet effet dans le film, pour le reconstituer pièce par pièce. C'est triste à mes yeux parce que je suis très fier d'avoir grandi sur cette terre que j'aime profondément. Alors oui, il y a un peu de ça. Quant à la famille, quel qu'ait été son malaise, ce sont les liens étroits entre ses membres qui ressortent clairement dans le film. Même si rien n'est dit, c'est une famille profondément aimante. On ne savait pas exprimer son amour, on se comprenait mal l'un l'autre, mais on s'aimait bel et bien. Et votre sentiment est élégiaque pour l'innocence perdue. Il me semble que ça déborde d'ailleurs la nature. Il n'y a pas que la nature en cause. Ce qui m'a frappé un jour, vous avez parlé à des journalistes, vous avez dit que Los Angeles, ville où vous avez grandi, quand vous l'aviez connu enfant, avait une certaine poésie. Alors vous regrettez ça aussi. Alors somme toute, c'est peut-être l'Amérique entière qui, à vos yeux, vit une certaine décadence et perd sa fameuse innocence. Si je dois me remémorer ce qu'était Los Angeles, c'est parce que tout ça n'est plus là. Aujourd'hui, c'est une ville, et toutes les villes commencent à se ressembler parce qu'elles ont renoncé à leur caractère physique distinctif. On assiste à un processus d'amalgame qui est la voie de l'avenir, il faut croire. Et je soupçonne qu'il n'y a pas grand-chose qu'on voudra y changer. D'ailleurs, Los Angeles n'est pas différente des autres villes. J'éprouve un certain regret pour ce qui a été perdu, tout simplement parce que c'était très beau. Enfant, j'étais très heureux, nous étions très pauvres, mais j'étais très heureux dans cet environnement. Quand j'y suis revenu, j'avais pris le large pendant plusieurs années. À mon retour, tout avait changé si radicalement que j'en ai été bouleversé. Et ça continue de changer, jour après jour. Essentiellement à cause du marché immobilier plus ou moins en déroute, qui a rendu tant de villes tout à fait méconnaissables.
Le secteur immobilier, on l'imagine tout à fait paralysé par la récession, donc inoffensif. Mais pour vous, c'est comme un poison, c'est comme les BPC dans l'environnement. Vous le redoutez vraiment et vous le détestez, ce secteur. En effet, oui, je vois la spéculation foncière comme une nouvelle menace. On dénonce les industries et les sociétés commerciales pour leur action néfaste sur l'environnement, mais je crois qu'il est temps de poser un regard sans complaisance sur les activités immobilières. La spéculation non contrôlée, les projets immobiliers qui ne visent que le profit, qui massacrent les terrains de façon irrémédiable en semant des éléphants blancs un peu partout, sans parler des emplois perdus, des ressources détruites. Tout ça m'inspire un grand malaise. Et votre sentiment dominant quand vous constatez tout cela, est-ce que c'est le désespoir, la tristesse ou peut-être un peu d'espoir? All three. I feel despair for what's gone and probably can't be put back or doesn't want to be put back. Les trois. Je me sens accablé devant ce qui a été perdu et qu'on ne pourra ni ne voudra récupérer. J'éprouve de la tristesse pour la beauté qui n'est plus et qui était sans doute appelée à disparaître. Et je ressens de l'espoir parce que de plus en plus de personnes commencent à partager mes inquiétudes. Je crois que l'avenir, du moins en matière d'environnement, sera déterminé par des gens ordinaires, ceux des quartiers et des communautés. Il ne sera plus régi par des instances qui nous ont abreuvés de promesses sans livrer la marchandise, qui ont permis tant d'abus de l'environnement. Non, il ne faut plus rien attendre d'en haut. Ce que je crois, c'est que le changement peut venir et qu'il viendra par des gens dont la vie sera affectée par l'environnement. La santé des citadins est déjà affectée. Le fleuve Saint-Laurent, par exemple. Indépendamment de critères esthétiques ou de l'usage commercial des deux rives, le fleuve va susciter un débat sur la santé nationale, au même titre que plusieurs sites aux États-Unis. Vous avez, à un moment donné, plus jeune, avant de devenir comédien, vous avez quitté l'Amérique pour aller vers l'Europe, pour vous y établir et devenir peut-être peintre. Ça ne s'est pas produit, mais quand vous êtes rentré en Amérique, on dit que vous étiez navré de ce que vous aviez découvert, dégoûté. Est-ce que vous avez été tenté de devenir comme Hemingway, comme Fitzgerald, comme tant d'autres, un expatrié américain en permanence, de retourner encore une fois sur l'Europe? Étiez-vous un expatrié ou presque? Je l'étais, mais d'un point de vue romantique seulement. J'ignore si l'expérience a été authentique. J'avais 19 ans et l'idée d'être un expatrié me plaisait. À mon retour, il est vrai, j'ai subi un choc. Mais au fil des années, je me suis rendu compte qu'au fond, j'étais américain dans l'âme et que je ne pourrais envisager de vivre ailleurs. Je suis lié à cette terre et je continuerai de l'habiter en tentant d'améliorer les choses ou en appréciant tout bonnement ce qui s'y trouve. Madame, Monsieur, de retour à cet entretien avec quelqu'un que vous connaissez peut-être d'abord comme comédien, mais qui est aussi un réalisateur de plus en plus sûr et apprécié, Robert Redford, qui nous parle notamment ce soir de son dernier film, Une rivière y coule, River Runs Through It. Et Robert Redford, dans ce film, les liens entre les deux garçons et leur père sont très importants. Bien sûr, il s'agit du roman de Norman Maclean que vous avez adapté, mais j'ai pensé à votre père parce que vous avez dit deux choses finalement sur lui à plusieurs reprises, que d'une part, il était frustré dans son travail, très malheureux de qui il était, et ça vous a poussé à être autre chose. Vous étiez en résistance violente vis-à-vis cet homme-là, vis-à-vis le modèle qu'il incarnait. En même temps, il semble avoir été quelqu'un de très droit, qui vous a inspiré quand même une certaine force morale. Est-ce que dans ce film, vous faisiez finalement un hommage indirect? I'm sure I was. I owe my father a great deal. Sans aucun doute, je suis très redevable à mon père. Je lui suis très reconnaissant pour la formation qu'il m'a donnée, en dépit des ressources limitées de son temps.
D'autre part, je suis heureux d'avoir été capable de modifier certaines de mes façons de vivre et d'avoir pu élever mes enfants à mon rythme. Bon, maintenant un sujet qui, je sais, ne vous fait pas souvent plaisir, Hollywood. On va parler un tout petit peu d'Hollywood quand même. Est-ce que ce milieu-là vous déprime vraiment ou est-ce qu'à l'occasion vous y prenez plaisir? Je ne suis pas anti-Hollywood et je n'ai pas un penchant pour la tristesse. Il s'agit d'une industrie dans laquelle je travaille et, quoique je préfère travailler de façon indépendante, c'est une bonne industrie, solide, qui offre des possibilités incroyables à ceux qui veulent se réaliser dans le monde du spectacle. Je me considère privilégié à cet égard, d'autant plus que l'industrie est stable. Tant qu'on me laisse faire ce que je veux, je suis plutôt heureux. Mais si je ne vis pas à Hollywood, c'est parce que j'ai choisi de vivre ailleurs. Pour le reste, je n'ai rien contre, et si on veut attaquer Hollywood pour le genre d'affaires qu'on y mène, on peut reprocher la même chose à toute forme d'entreprise, où qu'elle soit. Mais lorsqu'on parle d'Hollywood maintenant, plusieurs ont en tête évidemment le dernier film de Robert Altman, The Player, avec M. Robbins, un film assez cynique somme toute. Et je me demande, vous vous êtes jamais retrouvé, comme dans ce film, dans des réunions absolument bêtes et inutiles sur des scénarios? Oh, sure, every day. Oh, bien sûr, chaque jour. Enfin, souvent. Bob Altman a l'habitude d'exposer ses vues, lesquelles sont tout à fait valables, certainement très justes. Mais je ne sens pas le besoin de m'opposer à Hollywood de la même façon que je combats ceux qui massacrent l'environnement ou qui abolissent toute forme d'éducation dans nos écoles. Bon, alors pour voir ça peut-être de l'autre bout de la lunette, de façon plus positive, diriez-vous, parce qu'on sait que les gens d'Hollywood sont effectivement de grands partisans de causes humanitaires, ils donnent de leur temps, de leur argent, diriez-vous alors que c'est une communauté et une industrie somme toute généreuse? Je le crois, oui. Je crois que, d'une façon générale, les gens de cette industrie sont extrêmement généreux. Par culpabilité peut-être, qui sait. Ils sont généreux et bien intentionnés, je le sais pertinemment. Et en voyant pour la première fois Une rivière y coule, A River Runs Through It, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à votre film peut-être le plus célèbre que vous ayez réalisé, Ordinary People. Et je cherchais, je me disais, il y a sûrement un élément commun, je le cherchais, et bien sûr, il y a deux familles qui ont du mal à communiquer, les membres communiquent mal entre eux, il y a ça, mais en revanche, dans le premier film, dans Ordinary People, il y a énormément de tension, et alors qu'ici, même si les gens sont habités par le silence, c'est beaucoup plus chaleureux. En effet, il y a tout un monde de différences. Ceci se passe à une période antérieure où les gens vivaient plus en contact avec les forces de la nature, comme une espèce d'éthique de vie. C'était une époque de plus grande innocence, de peuplement moins dense, où il y avait moins de tampons sociaux pour se protéger contre ces forces. On était plus dépendant de l'héritage de ses parents. Et pourtant, c'est une famille d'une grande cohésion. Il y est davantage question de l'incapacité d'aider un être aimé, de l'incapacité de demander de l'aide ou de venir en aide. Dans Ordinary People, on aborde plutôt l'incapacité de vivre ses émotions, qui entraîne la rupture de cette famille. Le rétablissement des liens ne pourra survenir que par le membre le plus blessé. C'est différent, mais il y a des similitudes. Et dans le film récent, même si les deux frères échangent une fois des coups de poing, ce n'est qu'une seule fois. Et le narrateur nous dit on ne s'est plus jamais battu. Alors que dans le film précédent, qui est plus rapproché de nous dans le temps, là, il y a vraiment énormément de ressentiment et de tension. Et je me suis demandé si, au fond, vous n'étiez pas en train de dire qu'à mesure que l'Amérique a vieilli, à mesure qu'on se rapproche de notre époque, les choses sont devenues moins heureuses. Je dirais plutôt que les problèmes et les éléments abordés ne sont pas les mêmes. Le mot « grâce » imprègne tout le film « A River Runs Through It ».
Les rythmes diffèrent. Dans mon premier film, la tension est au tout premier plan. C'est en fait un film au sujet de la tension. Le dernier présente plutôt l'histoire d'une vie au milieu de traditions et de valeurs américaines, qui sont, pour la plupart, désuètes aujourd'hui. Les personnages d'Ordinary People, par contre, sont encore parfaitement plausibles. François Truffaut, votre collègue français disparu, m'a déjà dit qu'il préférait les livres au moins autant que les films, sinon plus. Et ça m'avait étonné. Mais dans ce film-ci, je vois que vous respectez, que vous aimez énormément la parole écrite. C'est votre voix qu'on entend en trame sonore qui cite de longs passages du roman de Norman Maclean pour nous rappeler, n'est-ce pas, que tout ça est issu d'un livre. Vous avez été très respectueux avec l'auteur du déroulement du scénario pour que ça ressemble et que ce soit parallèle au livre. Êtes-vous donc, comme Truffaut, quelqu'un qui aime les mots autant que les images ou davantage? J'ai certainement le respect des mots et je n'ai pu résister au défi de porter un texte d'une telle beauté à l'écran, de façon qu'il puisse y vivre à la manière d'un personnage, avec toute sa valeur émotionnelle. J'ai aimé relever ce défi, d'autant plus que le cinéma a presque évacué les mots, de même que notre société, à vrai dire. Dans un monde de plus en plus visuel, je suis séduit par l'idée de montrer le pouvoir des mots par le biais d'un film. Vous vouliez au départ être peintre. Avez-vous été déçu lorsque ça ne s'est pas produit? À ce moment-là, oui, j'étais déçu et je croyais avoir renoncé à quelque chose d'essentiel. Plus tard dans ma vie, j'ai pris conscience que ce n'était pas vrai et que je faisais exactement ce que je croyais devoir faire. Et une chose très sympathique que j'ai lue, il y a un journaliste qui vous demande « Auriez-vous été un bon peintre ?» Et vous répondez immédiatement « Mais bien sûr ». À condition de tenir bon. Je suis très vieille école, vous savez, détermination, force d'âme, toute cette vieille discipline maintenant passée de mode. Eh bien, Robert Redford, je sais qu'à l'instant, là-bas, on vous tire de votre fauteuil. Vous devez retrouver votre public qui vient d'ailleurs de voir ce film. Alors, merci pour ce trop bref entretien et félicitations pour un excellent travail de réalisateur. Et j'entends d'ailleurs des spectateurs ajouter que, comme comédien, vous êtes pas mal non plus. Alors, Madame, Monsieur, j'espère qu'il vous a plu de faire la connaissance ce soir de Robert Redford.